Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cet espace de réflexion où nous prenons le temps de ralentir pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage, non pas vers une destination lointaine, mais vers l'intérieur de vous-même. Guidé par les pages lumineuses du livre Accent aigu Ngevik de l'auteur et éducateur Jean Tetrung. Imaginez-vous un instant sur la célèbre place Trafalgar à Londres. Au centre, se dresse la colonne de l'amiral Nelson, ce héros naval. Mais ce n'est pas la statue qui retient notre attention aujourd'hui, c'est une inscription. Une phrase gravée dans la pierre qui résonne à travers les siècles, l'Angleterre attend de chacun qu'il fasse son devoir. Cette phrase, simple en apparence, porte en elle une lourdeur existentielle. Quel est ce devoir? Quel est ce travail que nous sommes censés accomplir? Dans notre société moderne, où les échelles de valeurs sont souvent bouleversées, où l'on doute parfois de ce qui est vrai, bon ou beau, cette question devient brûlante. C'est le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui, comprendre ce que signifie réellement faire son travail, ou plus précisément, faire ce qui est juste. L'auteur ne nous propose pas ici un manuel technique, mais une boussole pour naviguer dans ce qu'il appelle les batailles invisibles. Ce ne sont pas des guerres avec des armes, mais des luttes intérieures entre le vrai et le faux, entre l'éveil et l'ignorance. Entre ce qu'il y a de noble et de vil en nous. Pour commencer ce périple, nous devons nous attaquer à la tâche la plus fondamentale, celle qui précède toutes les autres, le métier d'être un homme. C'est une question qui peut sembler étrange, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas nés humains? Pourtant, l'auteur nous rappelle avec finesse que naître avec une forme humaine est un fait biologique. Mais devenir humain est un accomplissement moral. Il nous raconte l'histoire touchante d'un enfant demandant à sa mère pourquoi on lui dit toujours d'étudier pour devenir une personne. L'enfant s'interroge, ne suis-je pas déjà une personne? Cette innocence soulève le problème central, l'humanité n'est pas un donné, c'est une conquête. Alors, qu'est-ce qui distingue l'homme de la bête? C'est la quête de sens. Comme le disait Aristote, l'homme est un animal qui a un but. Mais plus encore, ce qui nous définit, c'est notre capacité à défendre la justice, la raison juste. Il y a cette idée puissante que l'animal peut tuer l'homme, mais il reste un animal, tandis que l'homme, en portant en lui la justice, peut mourir pour elle et accomplir ainsi sa destinée céleste. Pensez à Socrate, ce philosophe grec qui a préféré la mort à la compromission de la vérité. Face à ses juges, il a choisi le poison plutôt que de renier sa conscience. C'est là que réside la grandeur humaine, dans cette capacité à placer la dignité et la conscience au-dessus de la survie biologique. C'est ce que l'auteur appelle être un homme libre ou un homme autonome. Mais qu'est-ce que cette autonomie? Ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est la capacité d'être gouverné par soi-même, par son propre tribunal intérieur. Un homme libre possède deux trésors, l'amour-propre et le respect des autres. L'amour-propre, ici, n'est pas de l'égoïsme. C'est la peur de la honte, la peur de trahir ses propres principes. Pour une telle personne, le tribunal de la conscience est bien plus terrifiant que n'importe quel tribunal d'État ou que l'opinion publique. Imaginez un employé qui travaille dur, non pas parce que son patron le surveille, mais parce que c'est sa nature. Parce que sa dignité lui interdit la paresse. Imaginez quelqu'un qui refuse un pot de vin, non par peur de la police, mais parce qu'il ne pourrait plus se regarder dans un miroir. C'est cela, la véritable liberté, agir selon sa conscience, indépendamment des circonstances extérieures. C'est la différence fondamentale entre être autonome et être hétéronome, c'est-à-dire dirigé par les autres, par l'argent ou par la peur. Cette liberté intérieure nous amène à une métaphore fascinante utilisée dans le livre, celle de la voiture. Notre conscience, nos valeurs, sont à la fois l'accélérateur et le frein de notre vie. L'accélérateur nous donne la force de franchir les montagnes, de poursuivre nos rêves avec passion. Le frein nous empêche de tomber dans le précipice, de commettre l'irréparable. Sans ce frein moral, sans cette capacité à dire non à nos bas instincts, sommes-nous encore humains? Si nous agissons uniquement par pulsion, nous retournons à l'état sauvage. L'homme libre est celui qui parvient à faire triompher son moi moral sur son sad instinctif. C'est une lutte de chaque instant, mais c'est le prix de notre humanité. Cependant, pour maintenir cette liberté, il nous faut des compétences. L'auteur en identifie deux majeures. La capacité de Kaifong, que l'on pourrait traduire par l'éveil ou l'émancipation intellectuelle, et la capacité de Kaitam, l'ouverture du cœur. L'émancipation intellectuelle,
c'est sortir de l'obscurité, c'est briser les chaînes de l'ignorance et des préjugés. C'est avoir une tête claire, capable de discerner le vrai du faux, de comprendre qui est qui, et surtout, qui l'on est soi-même. C'est refuser de vivre dans l'illusion, comme cet empereur qui parade nu. Persuadé de porter des vêtements magnifiques parce que personne n'ose lui dire la vérité. Quant à l'ouverture du cœur, c'est avoir un cœur chaud, capable de vibrer pour la beauté, de ressentir la douleur d'autrui. De s'indigner face à l'injustice. Une tête froide et un cœur chaud, voilà l'idéal. Sans cela, nous risquons de devenir des êtres insensibles, indifférents, comme ces passants qui ignorent un enfant blessé sur la route. L'indifférence, nous rappelle l'auteur, est une forme de mort spirituelle. Comme le disait Einstein, le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Cette réflexion sur l'individu nous conduit naturellement vers une dimension plus large, notre rôle au sein de la communauté. Après avoir appris à être un homme, nous devons apprendre à être un citoyen, ou l'âme d'âne. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'aucune nation ne naît grande, elle le devient grâce à ses citoyens. L'histoire nous montre que la grandeur d'un pays ne dépend pas de sa taille ou de ses ressources, mais de la qualité de ses habitants. Être citoyen, ce n'est pas seulement habiter un territoire, c'est se sentir propriétaire de son pays. C'est passer du statut de sujet ou d'esclave à celui de maître. Dans les sociétés anciennes, féodales, le pays appartenait au roi. Les gens étaient des Thndan, des sujets, obéissant aveuglément, attendant les faveurs d'en haut. Mais dans une société civilisée, le citoyen est un Kongdan, un copropriétaire de la nation. Cela change tout. En tant que propriétaire, le citoyen a des droits inaliénables, des droits par défaut que personne, pas même l'État, ne peut lui retirer. Le droit à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. L'État n'est alors qu'un gestionnaire embauché par le peuple pour servir le peuple. C'est une inversion totale de perspective. L'auteur utilise une analogie très parlante, celle de l'entreprise. Les citoyens sont les actionnaires, les véritables patrons. L'État, le gouvernement, c'est le conseil d'administration et la direction générale, mandatés pour gérer l'entreprise commune. Et comme dans toute entreprise saine, il faut des mécanismes de contrôle pour s'assurer que les gestionnaires n'abusent pas de leur pouvoir. C'est là qu'interviennent la Constitution et la séparation des pouvoirs. Mais attention, être le patron de son pays ne donne pas seulement des droits, cela impose des devoirs. Un citoyen responsable ne se contente pas de se plaindre. Il agit. Il ne dit pas « l'État s'en occupera », car il sait que l'État, c'est lui, c'est nous. Il s'engage, il participe, il surveille. Il a ce que l'auteur appelle le Dan-tri, l'intelligence citoyenne. Sans cette intelligence collective, la démocratie n'est qu'une coquille vide, une décoration pour tromper le peuple. C'est pourquoi l'éducation civique est si cruciale, bien qu'elle soit souvent négligée. Il ne s'agit pas d'apprendre des lois par cœur, mais de comprendre sa place, son rôle, son pouvoir. C'est comprendre que la liberté ne se donne pas, elle se prend et se défend. Comme Nelson Mandela ou Martin Luther King, qui ont d'abord été des citoyens exemplaires avant d'être des leaders, chacun de nous a le pouvoir. Et le devoir, de contribuer à l'édification d'une société juste. Ce devoir d'action nous mène directement à la troisième partie de notre voyage, le travail, ou l'Amvik. Car travailler, ce n'est pas seulement gagner sa vie, c'est aussi une manière d'être humain. L'auteur nous dit, le travail, c'est la vie. Il n'y a pas de balance à trouver entre vie et travail si le travail est une extension de notre être. Mais hélas, combien de gens voyons-nous traîner leur existence dans des emplois qui ne les intéressent pas, ou pire? Qui les oblige à compromettre leurs valeurs? Ici, Jin Tetrung introduit une distinction fondamentale entre le métier, la compétence technique, et la voie, l'éthique, le sens. Chaque profession a sa voie, son Odao. Le médecin a la voie de la guérison, l'enseignant celle de l'éducation, le journaliste celle de la vérité. Si l'on perd cette voie, on ne fait plus son travail, on fait semblant. Un médecin qui ne pense qu'au profit n'est plus un médecin, c'est un commerçant en blouse blanche. Un enseignant qui ne se soucie pas de l'éveil de ses élèves n'est qu'un haut-parleur de connaissances. L'auteur nous propose une typologie fascinante des attitudes au travail à travers une petite histoire de salaire. Imaginez que vous valez 10, mais qu'on vous paie 5. Comment allez-vous travailler? À hauteur de 5? De 10? Ou même de 15? Celui qui travaille à hauteur de 5 pense être juste,
mais il perd son intégrité et son talent s'atrophie. Celui qui travaille à 10 garde sa dignité. Mais celui qui travaille à 15, qui se donne à fond malgré tout, celui-là travaille pour lui-même, pour apprendre, pour grandir. Il ne travaille pas pour un patron, il travaille pour son propre développement. C'est ce qu'on appelle travailler en s'oubliant soi-même, et paradoxalement, c'est la meilleure façon de se trouver. Cette section du livre est riche en exemples concrets qui nous interpellent. Prenons le cas des entrepreneurs. Sont-ils des douaniers, hommes d'affaires vertueux, des TRCFU, nouveaux riches vulgaires, ou des combuons, trafiquants? La différence ne réside pas dans la quantité d'argent gagné, mais dans la manière de le gagner et de le dépenser. Le véritable entrepreneur crée de la valeur pour la société, il résout des problèmes, il sert. Le profiteur, lui, s'enrichit au détriment des autres, en détruisant l'environnement ou en trompant ses clients. L'argent est neutre, c'est l'homme qui lui donne sa couleur. Le bonheur de l'entrepreneur ne devrait pas être seulement dans le profit, mais dans la fierté de son produit, dans le respect qu'il inspire. Dans la cohérence avec ses valeurs. De même, regardons les intellectuels. Sont-ils des THC, intellectuels véritables, ou des trinos, esclaves intellectuels? L'intellectuel n'est pas défini par ses diplômes, mais par sa capacité à penser par lui-même, à éveiller la société, à critiquer ce qui doit l'être. Toujours dans le but de servir le bien commun et la vérité. S'il utilise son intelligence pour servir aveuglément un pouvoir ou pour tromper les gens, il devient un esclave intellectuel, un outil dangereux. Le devoir de l'intellectuel est de dire la vérité, même quand elle dérange, surtout quand elle dérange. Comme l'historien qui refuse de falsifier les faits sous la menace de l'épée du tyran, l'intellectuel doit avoir le courage de sa conscience. Et que dire des artistes? Sont-ils des créateurs ou de simples faiseurs? L'art véritable doit élever l'âme, toucher à l'universel, et non simplement divertir ou flatter les bas instincts. Et les journalistes? Sont-ils des chercheurs de vérité ou des plumes allouées? Dans un monde saturé d'informations, le rôle du journaliste intègre est plus vital que jamais pour éclairer le citoyen. Toutes ces réflexions sur le travail convergent vers une idée centrale, le professionnalisme ne suffit pas, il faut de l'éthique. Il faut retrouver le sens sacré de son métier. C'est ce qui nous permet de vivre notre travail comme une mission, et non comme une corvée. C'est ce qui nous donne cette joie profonde, cette paix intérieure de savoir que nous sommes à notre place, que nous faisons ce qui est juste. Mais pour que tout cela soit possible, pour que nous ayons des hommes libres, des citoyens responsables et des professionnels intègres, il faut une fondation solide. Cette fondation, c'est l'éducation, ou Olam Jiaodc. C'est le 4e et dernier pilier du livre. L'éducation est la racine de tout. Si l'éducation échoue, la société s'effondre. Mais de quelle éducation parlons-nous? L'auteur appelle à une réforme profonde, non pas seulement des programmes ou des manuels, mais de la philosophie même de l'éducation. Il faut passer d'une éducation qui façonne des outils dociles à une éducation qui libère les esprits. C'est le concept de Kaifeng qui revient. L'objectif de l'école ne doit pas être de servir les objectifs politiques d'un régime ou les objectifs économiques du marché, mais de servir l'humain. L'école doit être un sanctuaire, un lieu sacré dédié à la vérité, Koa Jiao, et à la bonté, LNG Jiao. Pour cela, il faut redéfinir les rôles. L'État ne doit pas tout contrôler, il doit créer un environnement favorable, un écosystème sain. L'école doit être autonome, indépendante des pressions politiques et financières. Les enseignants ne doivent pas être de simples ouvriers de l'enseignement, mais des maîtres éveilleurs, des modèles d'intégrité et de passion. La famille doit reprendre son rôle de première école, non pas en mettant la pression sur les notes, mais en transmettant des valeurs. Une culture familiale, GIAO. Et enfin, il y a l'apprenant. C'est peut-être le point le plus révolutionnaire. L'apprenant ne doit plus être un produit passif du système. Il doit devenir le maître de sa propre éducation. Je suis mon propre produit. Cette phrase devrait être le mantra de chaque étudiant. Peu importe la qualité de l'école ou des professeurs, in fine, c'est l'individu qui décide d'apprendre ou non, de se cultiver ou non. Avec la méthode 2W1H, Why, For What, How, pourquoi, comment, chacun peut prendre en main son destin intellectuel. Il s'agit de passer d'une éducation subie à une auto-éducation choisie et permanente. C'est la seule voie pour devenir un homme libre dans un monde en changement. En conclusion, le livre U accent aigu Ngevik est un appel vibrant à la responsabilité individuelle.
Face au chaos du monde, il est facile de blâmer le système, le gouvernement, l'école ou la société. Mais Jin Trung nous tend un miroir et nous dit, « Et vous? Faites-vous votre travail? Le changement ne viendra pas d'ailleurs. Il commence par le jeu. Si je deviens un homme intègre, si je deviens un citoyen engagé, si je fais mon travail avec conscience, alors le monde autour de moi changera inévitablement. » C'est une philosophie exigeante, certes. Elle demande du courage. Le courage de penser par soi-même, le courage de dire non à la facilité. Le courage de vivre selon ses valeurs même quand tout nous pousse à faire le contraire. Mais c'est aussi une philosophie pleine d'espoir. Elle nous dit que nous ne sommes pas impuissants. Nous avons le pouvoir de nous définir, de nous construire, et par là même, de construire une société plus juste et plus humaine. Alors, chers auditeurs, en quittant cet épisode, je vous laisse avec ces questions qui résonnent encore. Êtes-vous en train de faire votre vrai travail? Êtes-vous l'homme ou la femme que vous voudriez être? Et surtout, quelle pierre allez-vous apporter aujourd'hui à l'édifice de notre humanité commune? N'oubliez pas, comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Si ce voyage au cœur de UAccent-aigu-NGVIC vous a touché, n'hésitez pas à partager cet épisode et à poursuivre la discussion autour de vous. Car c'est ainsi, par la contagion des idées justes, que l'éveil se propage. À très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez soin de vous, et tâchez de faire ce qui est juste.